Alors, en manchette aujourd'hui, Lanoret resserre sa réglementation sur la plantation d'arbres. Invitation à la forêt nourricière samedi. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 6 octobre. Alors tel qu'indiqué en manchette, la municipalité de Lanoret a décidé de resserrer sa réglementation sur la plantation d'arbres. Nous vous avions déjà parlé que lors de précédentes périodes de questions au conseil municipal de Lanoret, plusieurs citoyens ont déploré que la municipalité ne faisait pas appliquer sa réglementation sur la plantation d'arbres suite notamment à de nouvelles constructions. Alors, lors de l'Assemblée d'octobre qui s'est tenue hier soir, le Conseil a présenté une pièce législative visant à resserrer son règlement à ce chapitre, les explications du maire hier soir. En 12.6, il est proposé que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1070-6-2020, modifiant les règlements administratifs numéro 104-92 et 268-90, tels que déposés. Donc, j'ai un plan là, de... Ah oui, ça c'est concernant justement les arbres. Quand on va... ce règlement-là, il vient modifier le règlement pour que, quand il va y avoir des nouvelles constructions, on va demander un dépôt de 500 $ jusqu'à ce que l'arbre soit installé. Donc, à ce moment-là, le dépôt va être demandé au promoteur, va être remboursé. Oui, va être remboursé quand l'arbre va être installé. C'est ce que j'ai un peu pour Et ceux qui devaient le faire, qui ne l'ont pas fait? Ouais. Ben ça, on va y voir, regardez, c'est qu'à un moment donné, comme je disais, c'est parce que, vous savez, les urbanistes, ben, vous disiez tantôt, là, qu'il faudrait qu'on engage, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre nos priorités. Oui, c'est vrai, mais il y en a, ça fait des années qu'ils auraient dû le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Je sais, mais il faut qu'on fasse le tour, il y a tout l'aspect... Vous allez avoir 500 pour planter un arbre. Pardon? Vous allez avoir 500 planter un arbre, s'il ne le pas. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est simple. en principe, justement, c'est le raisonnement qu'on a. Ben oui, c'est ça, c'est simple. Donc, c'est qui a proposé? M. Boisjoli a proposé. Mme Martin seconde, le vote à droite. À gauche. Alors, nous aurons d'autres échos du Conseil municipal de Lanoret pour vous au cours des prochains jours. Mais maintenant, on vous parle d'un autre type de plantation d'arbres. La mairesse de la Visitation de l'île du Pas, Marie-Pierre Aubuchon, vous lance une invitation à une activité de plantation d'arbres samedi à la forêt nourricière. Je profite de ma tribune ici là, pour inviter les gens à venir se joindre à nous le 10 octobre. C'est une activité en plein air où nous allons vraiment faire preuve de vigilance là, pour la distanciation sociale. C'est un grand terrain. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est d'amener leur propre équipement et leur lunch et leur parenté pour ne pas travailler seul dans leur coin, puisqu'on va respecter les bulles et vraiment là, respecter le 2 mètres et plus là, de distanciation pour faire les travaux. Les travaux qui seront de plantation d'arbres fruitiers et de buissons et de différentes plantes fruitiers, nourriciers. Donc, si vous voulez en apprendre plus, on va être à la forêt nourricière, donc à l'île du Pas, côté du fort, donc côté ouest, à partir de 9 h, probablement jusqu'à 5 h. Donc, s'il y a une plage horaire là-dedans qui vous convient, vous êtes vraiment les bienvenus, là, tous les gens de la MRC et plus loin encore. Il n'est pas nécessaire de se préinscrire? C'est certain que ça serait intéressant d'avoir les inscriptions à l'avance. C'est ce qu'on demande, oui. Sauf si vous n'êtes pas certain de venir et vu que vous n'êtes pas inscrit, vous vous empêchez de venir. Empêchez-vous pas de venir, vous pouvez venir nous surprendre quand même. Mais pour les inscriptions, vous pouvuvez téléphoner à notre bureau municipal ou envoyer un courriel encore à notre DG adjoint, donc info@commercial-il-dupop.ca. Alors, l'invitation est lancée et nous aurons bien sûr d'autres échos du conseil municipal
de l'île du Pas pour vous au cours des prochains jours. Mais maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 3 décès qui se sont ajoutés dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1364 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 397 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 67 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 88 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Alors, il est très important d'être prudent. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 6 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Marguerite Campagna, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui d'Amélie Poirier-Théberge. On se déplace maintenant en politique provinciale. Le candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était récemment de passage sur notre plateau. On poursuit donc notre série de rencontres avec les candidats à la chefferie du Parti québécois. On se souviendra là, bien sûr, que la circonscription de Berthier a longtemps élu des députés péquistes. Le parti a encore des racines dans la région et l'élection d'un nouveau chef dans quelques jours, le 9 octobre, pourrait redonner de l'élan à ce parti. Lors du scrutin, le dernier scrutin, Caroline Proulx a profité d'une grosse vague caquiste dans la province, mais lors du prochain scrutin, la bataille pourrait être plus serrée dans le comté. C'est bien sûr notamment dans ce contexte que nous vous présentons ces rencontres avec les candidats à la chefferie du PQ. Alors voici la deuxième et dernière partie d'entrevue que Paul Saint-Pierre Plamondon nous a accordée. L'avenir du français au Québec. Pour l'avenir du français au Québec, est-ce que ça ne serait pas souhaitable de réduire le nombre d'immigrants reçus chaque année pour mieux les intégrer et notamment mieux les franciser et surtout en choisir une plus grande proportion qui parle déjà français avant d'arriver en sol québécois? OK, mais il y a 2 questions. Donc, il y a la proportion de francophones dans le cadre de l'immigration, puis le nombre ou le seuil d'immigrants. Donc, moi, ce que je propose, c'est que 100% des immigrants sélectionnés par Québec doivent maîtriser le français à l'arrivée. Donc ça, c'est une mesure extrêmement importante parce que à ce moment-là, on n'aura pas les dynamiques linguistiques problématiques qu'on voit en ce moment dans la région de Montréal. Le français est définitivement en chute libre et ça pose de véritables problèmes. Ensuite, il y a les seuils. Et c'est très intéressant la course de ce point de vue-là parce qu'il y a 2 candidats, moi et Frédéric Bastien, qui disons c'est important de dire c'est quoi notre position, puis de fixer un chiffre, puis d'expliquer pourquoi. Alors que Guy Nantel et Sylvain Gaudreault, eux, disent « Nous, on ne veut pas vous dire si on veut augmenter ou diminuer l'immigration. On remet ça entre les mains d'experts qui nous diront plus tard ce qu'on devrait faire, mais nous, on ne vous le dit pas ni pendant la course, ni pendant les élections, ce sera plus tard. » Puis moi, je l'ai essayé parce qu'en 2018, c'était ça la position du Parti québécois, c'était de dire on va dépolitiser. Ouais. Puis c'était ça la position de Sylvain Gaudreault, là, on dépolitise le débat sur l'immigration. Et moi, ce que j'ai vu chez les électeurs, c'est qu'ils nous répondaient « En fait, tu ne veux pas répondre. » Tu tournes autour du pot, tu caches ta réponse. Moi, je ne veux pas retourner là-dedans. Ma position,
Donc, comme je disais, c'est 100% francophone l'immigration. Et on descend les seuils d'immigration à 36 000, à peu près approximativement. Là, j'ai mis une fourchette de 35 à 40 au cas qu'il y ait des variations, mais mon calcul m'amène à 36 000. Où est-ce que je retranche de l'immigration actuelle les immigrants investisseurs? C'est essentiellement des gens qui achètent leur passeport parce qu'ils sont riches. Ils arrivent dans la grande région de Montréal, ils achètent de l'immobilier à des fins spéculatives. Qu'est-ce que ça fait? Le prix des immeubles à Montréal est en hausse vertigineuse. Donc, le prix des loyers également. Il y a des gens à la rue. Les jeunes familles ne peuvent plus s'acheter un endroit où vivre. Donc, je ne vois pas d'intérêt. Et je pense que le nombre, il est pertinent parce que, historiquement, avant Jean Charest, c'était à peu près 35 000 l'immigration. Puis, on n'avait pas de problème d'intégration. Je pense qu'on peut s'améliorer. On avait des COFI à l'époque. Ça vaudrait la peine de les avoir. On peut mieux régionaliser l'immigration. Mais les seuils sont pertinents. Si on accueillait 500 000 immigrants par année, on aurait beau avoir les meilleurs programmes de francisation. Ça serait très, très étonnant que ça fonctionne parce que c'est... Et à l'inverse, si on accueillait 5 000 personnes par année, on n'aurait pas besoin de programme de francisation, ça se ferait un peu tout seul. Donc, les seuils sont pertinents, ce n'est pas le seul critère. Il y a la qualité des ressources pour intégrer dans le marché du travail. Il y a les règles sur la langue française. Il y a plein de paramètres. Mais au final, le travail d'un politicien, c'est de donner une orientation. C'est de lire les études, lire les opinions, puis de trancher en disant, moi, si c'est moi le chef, ce sera ça. Quand on n'est pas capable de répondre, puis qu'on se cache derrière des experts, comme si les expertises ne sont pas disponibles, alors qu'elles sont disponibles, elles sont partout, bien, c'est parce qu'on refuse de répondre, puis moi, je ne pense pas que c'est la bonne approche. Avant de penser à un référendum, le PQ doit reprendre le pouvoir. Si vous êtes élu chef le 9 octobre, qu'allez-vous faire concrètement pour ramener le PQ au pouvoir et priver la CAQ d'un deuxième mandat? Bien, c'est de parler d'indépendance, parler de notre projet de société. Dans les dernières élections, c'était presque pas possible parce que tout le monde n'avait qu'une priorité, puis il y avait raison les gens. Tout le monde n'avait qu'une seule priorité, c'est de sortir les libéraux parce que les libéraux sabotaient, mettaient le feu à notre société. Donc, il y avait un sentiment d'urgence profond qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas parler de projet d'avenir alors que le feu est pris dans la maison. Mais là, on est dans une toute autre situation où est-ce qu'il y a un gouvernement de la CAQ qui est ordinaire de son propre aveu. Là, je pense que c'était Mme Guilbeault qui disait on est un gouvernement pour les gens ordinaires, un gouvernement ordinaire pour les gens ordinaires, mais qui n'est pas les libéraux. Là. Même moi, je vais le reconnaître. Là. Je ne pense pas que la CAQ nous apporte le même degré de corruption que ce que les libéraux nous ont apporté. Là. Donc, on ne se sent pas en sentiment d'urgence en ce moment. Et avec la crise de la COVID, tout ce qu'on a pu voir de refus, toutes les tentatives de la CAQ vis-à-vis le fédéral, ce sont toujours des échecs. Bien, moi, je pense que c'est le temps de parler d'avenir, de dire est-ce qu'on se donne quelque chose de plus emballant que la gestion à la petite semaine, que le défaitisme, que toujours le discours de dire « Ah, le Québec n'est pas assez ci, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez riche ». Non, en fait, on est capable. Puis on est capable de se donner un projet d'avenir de société que tous ceux qui sont d'accord avec l'idée de faire un pays se joignent à nous. Ça doit être ça, notre message. Puis là, il y a de l'espace. Il n'y en avait pas avant, mais moi, j'en vois de l'espace, puis c'est comme ça que des électeurs qui sont indépendantistes, mais qui ont voté 4 pour être certains de ne pas revoir les libéraux au pouvoir, c'est comme ça qu'on va les ramener dans notre giron en disant, là, je n'ai pas d'urgence à sortir les libéraux, mais je sais que le Parti québécois, lui, travaille sur un projet pas mal plus emballant que ce que m'offre la CAQ ou les autres partis. Moi, je pense que c'est ça notre avenir. Vous avez dit tantôt, on ne se cache pas, si les gens votent pour le Parti québécois, ils savent qu'il pourrait y avoir un référendum dès le premier mandat, mais est-ce que c'est un référendum coûte que coûte dans le premier mandat? Si vous vous rendez compte, si vous êtes élu, vous avez un gouvernement majoritaire, vous vous rendez compte que les conditions sont plus ou moins réunies, que le Québec ne peut pas nécessairement se permettre d'avoir un troisième référendum perdant, est-ce que vous pourriez décider de reporter dans un deuxième mandat? Non, il ne faut pas être dans les conditions gagnantes. Si Jacques Parizeau avait pensé comme ça, il n'y aurait pas eu de deuxième référendum. Puis techniquement, on l'a gagné, le deuxième référendum, si on tient en compte les votes illégitimes là, venant de l'extérieur, puis toutes les manœuvres qui ont été faites. Pourtant, plusieurs personnes disaient à Jacques Parizeau de ne pas s'entêter à tenir un référendum, puis il y avait tout ce discours-là de est-ce qu'on a les conditions gagnantes de notre côté. Je pense qu'il faut être très clair puis très cohérent. Un vote pour le Parti québécois déclenchera le processus vers l'indépendance. Puis à ce moment-là, bien, les gens qui sont hésitants, qui dans les sondages répondent « Ah, je ne sais pas », sont obligés de se poser la question pour de vrai. Alors que quand on remet toujours au calendrier grec, on a toujours une porte de sortie pour dire qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire, dans l'électorat, mon humble opinion, c'est que ça entraîne une espèce d'indécision. Justement, pourquoi est-ce qu'on se positionnerait sur une question qu'on peut remettre au calendrier grec?
Intuitivement, on le sait que c'est pas bon pour le Québec d'être dans le Canada. On sait qu'il y a du recul linguistique, économique, toutes sortes de frictions avec le Canada. Mais on se dit, c'est comme des rénovations ou aller chez le dentiste ou améliorer un aspect de sa vie personnelle. La facilité, c'est toujours de reporter plus tard. Puis moi, je pense que le coût, il est très, très grand au point où on joue notre survie linguistique et culturelle en ce moment. Si on ne réalise pas l'indépendance du Québec, on ne peut pas penser que c'est garanti que les francophones, que les Québécois, le fait français au Québec va survivre dans 100 ans. Parce que le Canada est une machine à assimiler les francophones. Il a assimilé les francophones dans chaque province canadienne et c'est ce qu'il fait en ce moment à travers toutes ces institutions, là, les aéroports, les banques, tout ce qui est à charte fédérale. C'est des machines à angliciser le Québec. Puis c'est ça qu'on voit dans les données statistiques. Donc moi, je pense que pour répondre à votre question, si on est ambigu, si on est mou, si on cherche des excuses pour ne pas le faire, on ment aux Québécois d'une certaine manière sur l'urgence, le caractère essentiel de ce projet-là. Moi, je pense qu'il faut être ferme, déterminé, puis dire aux Québécois, notre rendez-vous avec l'histoire s'en vient. Lors de la dernière campagne référendaire, M. Parizeau a fait une grande place en fin de campagne, ou du moins assez avancée dans la campagne, à Lucien Bouchard, le nommé négociateur officiel en chef, je ne sais plus trop, parce qu'il avait notamment plus de charisme que lui. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de charisme pour mener le camp du oui à la victoire lors du prochain référendum? C'est drôle les histoires de charisme parce que, prenons un personnage comme René Lévesque, Tipoil n'avait pas la réputation d'être un charismatique. Il y avait quand même un certain charisme. Il y avait un certain charisme, on le dit aujourd'hui. Mais de la manière dont on parlait de René Lévesque à l'époque n'était pas nécessairement basée sur son charisme, mais plutôt d'autres éléments comme la confiance qu'on pouvait avoir en son action politique, le sourire empathique de René Lévesque, la bienveillance de cet homme-là, son parcours professionnel. On a tendance des fois à poser des gestes, des diagnostics rapides sur qui a du charisme ou qui on n'en a pas. Mais c'est surtout en rétrospective qu'on se rend compte qui est capable de faire bouger des choses, qui n'est pas capable de le faire. Puis moi, pour répondre à votre question, c'est sûr que notre rendez-vous avec l'histoire, qui est le prochain référendum, qui se doit d'être le bon, on va mettre de l'avant tous nos meilleurs joueurs en fonction tout simplement de l'intérêt du Québec à gagner ce référendum-là. Donc, je pense que dans la mentalité du Parti québécois, il y a une compréhension que la cause est beaucoup plus importante que qui est porte-parole sur telle question ou qui ne l'est pas. Puis c'est ça qui nous fait respecter autant Jacques Parizeau aussi. Moi, Lucien Bouchard, il m'a donné son appui, mais c'est un idole de jeunesse. Pour moi, j'avais des posters de Lucien Bouchard quand j'étais... Mais j'imagine que pour Jacques Parizeau, c'est quand même un geste qui démontre à quel point son amour du Québec puis sa détermination à réussir primait par-dessus tout. Je pense qu'il y avait même des tensions, là, quand on regarde les biographies, il y avait des tensions. Mais je pense que c'est un héritage, un bel héritage dans le Parti québécois de grands hommes politiques qui ont fait passer la cause avant, peu importe ce que conjoncturellement il peut se passer puis il peut se dire. Qu'est-ce qu'il faut surveiller dans le reste de la course, outre le troisième débat? Qu'est-ce qu'il peut? Bien, le troisième débat est un gros morceau. Il va porter sur l'environnement et l'immigration notamment. Deux questions où est-ce que là, on voit des candidats qui n'ont pas du tout les mêmes orientations puis qui ont des choses à se dire. Donc, je pense qu'il faut absolument surveiller ce troisième débat. Surveiller aussi la tendance des appuis chez les militants. Donc, on a tendance souvent à regarder les appuis de personnes connues. Mais il y a des gens qui donnent au Parti québécois depuis 10, 20, 30, 40 ans qui prennent également position. Là, au cours des derniers jours, je suis allé chercher des appuis de gens qui ne sont pas des personnalités publiques, mais qui, dans le parti, ont de l'influence puis ont fait une contribution remarquable, appréciée. Donc ça aussi, il faut voir qui a le vent dans les voiles. Regardez le financement, parce qu'à défaut aussi d'avoir des sondages, on sait qu'on peut regarder combien de donateurs décident de poser un geste pour un des candidats. Donc les tendances du financement nous donnent, on l'a vu d'ailleurs pour la course au Parti conservateur, les experts qui ont prédit correctement qui allait gagner se servaient des sondages et des dons dans un modèle mathématique pour arriver à prédire correctement. Donc ça, c'est un indicateur à surveiller. Puis sinon, espérons qu'il n'y ait pas trop de politique négative. Parce que souvent, en fin de course, les candidats ont tendance à... La température monte dans la pièce. Disons ça comme ça. Espérons que... On peut être très vif là, sur des débats comme est-ce que c'est compatible d'être humoriste et politicien? Est-ce que c'est... Il y a plein de sujets qui valent la peine d'être débattus dans une course,
mais il ne faut pas que ça descende à des technicalités. Donc, par exemple, quand j'ai été obligé de débattre avec Guy Nantel sur le fait que j'ai jamais demandé un autographe à Guy Nantel puis que c'était un mensonge, il m'a répliqué ça à ma question que je pense était légitime, puis il m'a répondu négativement en disant « tu étais à mon show puis tu as demandé un autographe ». Ce genre de débat-là, je pense, nous fait mal. Donc, j'espère qu'on va être capable de débattre avec vigueur, parce qu'il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il se passe quelque chose, mais sans tomber dans des débats qui deviennent complètement accessoires à ce dont on est supposé parler pendant la course. Si vous gagnez la course, là, il est possible que le PQ n'arrive pas à reprendre le pouvoir dès le prochain scrutin, qui se retrouve peut-être en opposition, première opposition, deuxième opposition, on ne sait trop. Êtes-vous capable d'engagement à long terme et peut-être de siéger un mandat dans l'opposition avant de pouvoir prendre le pouvoir, proposer un troisième référendum? C'est ce que je disais tantôt. Le Parti québécois a besoin de stabilité. À 43 ans, je sais dans quoi je m'embarque, mais j'ai de l'énergie, puis j'en ai pour plusieurs décennies devant moi. C'est important de le dire parce qu'en effet, le Bloc nous a montré qu'un processus de reconstruction, ça peut durer 1 an, puis tu redeviens une puissance politique. Mais il y a des scénarios aussi dans le cadre duquel ça va prendre plus qu'1 an. Donc, c'est important d'avoir un chef qui sait dans quoi il s'embarque parce que c'est drôlement exigeant, la politique. Oui. Et moi, je fais ce consentement-là avec mon épouse. Comme projet familial, on fait ce bond-là en politique en toute connaissance de cause, en disant, on le sait ce que ça implique, ça nous passionne, puis on est là pour rester. On va offrir cette stabilité-là au Parti québécois. On est dans la fleur de l'âge, on est en pleine forme, puis ça, c'est une cause qui nous tient à cœur, puis c'est une façon pour nous d'être utile pour la société. La vie, c'est pas seulement que d'être dans le capitalisme ostentatoire, où est-ce que l'important, c'est de gagner plus d'argent pour avoir le plus gros véhicule possible, puis la plus grosse maison possible. La vie, c'est de trouver un sens en étant utile à sa société ou aux autres. Puis nous, on pense que l'indépendance du Québec, c'est une question de justice. C'est comme si la justice n'était pas faite pour les Québécois après des siècles de quête de normalité. Puis on trouve que c'est utile de consacrer tout notre temps à cette cause-là. Donc, on comprend dans quoi on s'embarque, on veut le faire, puis on va offrir le nombre d'années que ça prend en sachant très bien dans quoi on s'embarque. Merci d'être passé par nos studios pour venir nous expliquer là, et à nos auditeurs vos positions. Et puis maintenant, vous savez où sont nos studios. Donc, ça après, va me faire plaisir. vous pourrez revenir nous voir. C'est super. Merci. Alors, vous pouvez retrouver là, sur la page YouTube de CTRB les entrevues réalisées avec les candidats à la chefferie du PQ, Frédéric Bastien et Sylvain Gaudreault. Pour ce qui est du 4e candidat, Guy Nantel, eh bien, sachez que nous l'avons aussi invité à présenter ses positions, à venir défendre ses idées. Son attaché de presse, après nous avoir parlé d'une entrevue vers la fin septembre, a finalement décliné notre demande d'entrevue. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. À son domicile, le 3 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Laferrière. Il était l'époux de Liette Fafard, fils de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Laferrière, Isabelle Laferrière et son conjoint Steve Saint-Amand, son frère Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, son beau-frère Reynald Fafard et sa conjointe Claire Bouchard, son neveu Dominique Laferrière et sa conjointe Magali Parent, sa nièce Annie Laferrière et son conjoint Pierre-Laurence Marchand et leurs enfants
ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Autrey, en particulier Julie Goyette, pour les bons soins prodigués à Marcel Laferrière. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivra une liturgie de la parole à 14h30. Et M. Laferrière sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD des Moulins, à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé. Elle était l'épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay, ses petites filles Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, son frère, sa sœur, son beau-frère et belle-sœur, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose-Éliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 10 octobre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu ensuite à 14h. Et Mme Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville en cette même journée. Maintenant, à son domicile, à la Visitation de l'île du Pas, le 2 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Monique Sylvestre. Elle était l'épouse de Jean-Marie Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé son fils Ghislain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Christiane Courchaine et sa conjointe Nadine Boilly, sa petite-fille Alexandrine, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Sylvestre et sa conjointe Carmen Donaldson, Angèle Sylvestre, feu Serge Thibault, Denise Sylvestre et son conjoint Marcel Brûlé, Jacqueline Sylvestre et son conjoint Gérard Landry, Régent Sylvestre et sa conjointe Francine Caron, Chantal Sylvestre et son conjoint Laurent Hainaut, Gérald Courchaine et sa conjointe Céline Robert, Jean-Guy Courchaine et sa conjointe Hélène Urtubise, Chantal Courchaine, feu Jean-Nicolas Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église de la Visitation de l'île du Pas ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 10h, et suivront les funérailles à 11h. Madame Sylvestre sera ensuite inhumée au cimetière de l'île du Pas. Et à son domicile le 3 octobre, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Thérèse Rainville, fille de feu Paul Rainville et de feu Annette Carpentier, épouse de feu Rosario Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, José Chaput et son conjoint Jean-Pierre Boucher, Isabelle Chaput et son conjoint Éric Baudet, Catherine Chaput et son conjoint Jonathan Carrier, de même que ses petits-enfants, Tommy Chaput-Trudel et son conjoint Simon Prénovo, Jade Lefebvre et son conjoint Alexis Perrault, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Rainville, Lucette Rainville et son conjoint Jean-Claude Guévremont, Réjeanne Rainville, feu Benoît Bergeron et conjointe de Jean-Luc Lemarbre, Réal Rainville et son conjoint Robert Cossette, Rita Chaput et son conjoint Gérard Simard, Gaëtan Chaput et sa conjointe Diane Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis lundi le 12 octobre dès midi au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ensuite une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30 et Mme Rainville sera inhumée au cimetière de Berthierville. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, nuageux avec 60 % de risque d'averse et un mercure de 14. Dans la nuit de mardi et mercredi, encore 60 % de risque d'averse. Le mercure chute un peu à 12. Mercredi matin, davantage de pluie au menu et encore 12 degrés. Mercredi après-midi, environ 10 autres millimètres de pluie et 13 degrés. Mercredi soir, la pluie se poursuit, mais perd en intensité et le mercure descend un peu vers les 11 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'informations régionales.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.